On va revenir dans quelques instants sur la présence de la France au Niger. Mais pour l'heure, je voudrais poser une question aussi précise à Maître Alain. Alors, la présence militaire française au Sahel déployée dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte contre les groupes djihadistes. Aujourd'hui, c'est contre les djihadistes, selon vous. Que dites-vous de ça, Maître Alain? Oui, a priori, la présence française en Afrique, surtout des militaires français, est justifiée par des accords de coopération militaire avec les pays du Sahel pour lutter contre le djihadisme. Et ça, c'est la version officielle des faits. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le rôle que jouent les militaires français en Afrique? Et qu'est-ce qui justifie l'irritation, le mécontentement et même la manifestation des populations africaines du Sahel contre l'armée française, la présence de l'armée française? Si la France joue bien son rôle de sauveur ou bien de protecteur des populations africaines, pourquoi les populations africaines vont se lever pour tenter d'arrêter un convoi militaire qui est censé les protéger contre les terroristes? Et notre fille vient de dire combien les terroristes sont équipés d'armements de grande qualité et tout. Donc pour oui, moi, Maître Alain, je ne vous coupe pas. Qu'est-ce que la France est censée faire, vu que vous dites qu'elle ne joue pas bien son rôle? Il faut dire que le président Jacques Chirac, en son temps, et paix à son âme, avait dit que la présence militaire française en Afrique était très complexe et coûtait trop d'argent à la France et aussi était inadaptée aux situations du terrain. Donc l'armée, le président français lui-même affirme que l'armée française n'est pas efficace en Afrique. C'est ça le problème. Donc, le rôle qu'elle devait jouer, c'est effectivement de remplir les engagements qu'il a pris avec les États africains, de les protéger, de former des gens pour pouvoir contrer ces avancées et ces menaces sécuritaires. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que notre frère a bien fait de décortiquer bien la situation quand il nous a parlé. Il est allé très loin dans l'histoire pour nous dire comment, même après les indépendances, la France et les pays colonisateurs, surtout en tête avec la France, ont compris que l'Afrique regorgeait tellement de ressources dont ils ont besoin pour maintenir leur hégémonie dans le monde, pour maintenir l'appui français dans la place qui est la sienne dans le concert des nations. Alors, il faut tout faire pour contourner les Africains et avoir la même mise sur leurs ressources. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont essayé, ils ont mis en place une situation de remise en cause de tous les leaders panafricanistes et indépendantistes, et ils les ont chassés du pouvoir, ils les ont tués, et après, ils ont mis leurs sbires, ils ont mis les valets locaux, comme on avait l'habitude de les appeler, au pouvoir. Et maintenant, avec ça, c'est avec ces valets locaux que la France a dressé le cadre de sa coopération militaire avec l'Afrique. Et ceci, surtout dans le contexte de la guerre froide. Alors, dans le contexte de la guerre froide, il y avait deux pôles, le pôle capitaliste et puis le pôle communiste. Alors, les pays de l'OTAN, les États-Unis, tout cela, ont laissé la main libre à la France de faire ce qu'elle voulait.
dans les années 60, la France avait une présence militaire de plus de 60 000 hommes en Afrique et des bases militaires un peu partout. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour pouvoir contrôler les flux des matières premières à travers le monde. Ils veulent contrôler. Ils avaient des zones d'influence. Ils avaient des zones d'influence et ne laissaient pas. Et ils avaient signé des contrats léonins avec nos gouvernants pour pouvoir avoir les contrats léonins, comme le dit le mot, c'est des contrats qui permettent à la France d'avoir la part de lion dans tout ce qui concerne les ressources de l'Afrique. Les ressources en termes énergétiques. C'est pourquoi notre frère parlait de Areva, des ressources agricoles, des ressources minières et Total qui exploite le pétrole africain. Avant, c'était Elf Aquitaine. Donc, tout ça là, c'était dans le cadre de la guerre froide. La France investissait beaucoup dans sa présence militaire. Aujourd'hui, les populations, ce n'est pas seulement à cause de la lutte contre les djihadistes. Il y a un autre problème. L'autre problème, c'est que, comme la guerre froide est terminée depuis les années 90, ce ne sont pas les Africains qui ont demandé à la France de réduire son effectif militaire en Afrique. La France elle-même, nous demandons à la France aujourd'hui de dégager. Mais il faut dire que la France même a dégagé, a commencé par dégager dans les années 90. Pourquoi? Comme je viens de le dire, j'avais cité le président Chirac qui, en son temps, disait que la présence militaire en Afrique leur coûte beaucoup. Donc, avec la conjoncture internationale aidant, il fallait réduire le budget de l'armée française d'intervention en Afrique. Alors, la formule qu'ils ont trouvée, c'est de remettre cette dépense militaire que la France normalement devait faire pour protéger ces multinationales qui opèrent en Afrique. Au lieu de s'en occuper, ils ont remis ça sur le dos de leurs valets locaux, des chefs d'État africains. Et ce n'était pas la joie de beaucoup. Et on comprend le mécontentement du président Gbagbo à cet égard. Mais dans mon pays comme le Togo, dans mon pays le Togo par exemple, et pour pouvoir maintenir le statu quo, la dictature a accepté de jouer ce rôle et de financer les dépenses militaires que la France avait abandonnées. Et c'est l'avis donc de Maître Alain. Maître Alain, dites-moi clairement, en termes clairs, est-ce que vous voulez dire que les présidents africains ne se sont pas réveillés, sinon les populations qui aujourd'hui manifestent dans tous les sens aujourd'hui contre les djihadistes et puis contre les forces françaises en Afrique en une minute? Oui, ce n'est pas le fait qu'ils ne sont pas réveillés. Ils sont mis devant le fait accompli. Et il faut dire qu'à partir de 2010, et je crois en février, c'est en février 2010 que la France a revu le cadre de sa coopération. Et vous allez voir que la France dit qu'elle essaie de faire un réaménagement de la situation en se désengageant vis-à-vis de l'Afrique militairement. Mais en fait, ce n'est pas un désengagement. Ils sont là pour former les militaires africains à jouer le rôle de gardien de leurs intérêts économiques en Afrique. Et ils ont signé cet accord, ce nouvel accord de coopération militaire dans le cadre d'une organisation sous-régionale ou bien dans le cadre des organisations sous-régionales comme la CEDEAO. Les 15 pays de la CEDEAO avaient signé ce nouvel accord militaire. Et
Donc, les présidents africains, en fait, ils ont les pieds et les poings liés. Ça, c'est selon encore vous, hein? C'est vous qui le dites, Maître Alain. Alors, Monsieur Mpapou Yambouama, vous parlez à l'instant donc de la présence de la France au Niger et pour profiter également des richesses africaines. Dites-moi de manière claire, on va recevoir très rapidement l'auditeur pour vous permettre également une fois encore de... Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, vous me recevez? On vous recevra très bien, 5 sur 5. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Chablé. Monsieur Chablé, merci d'être avec nous. Alors, allez-y pour votre intervention, vous avez 3 minutes. Ok. Oui, ok, merci beaucoup. Merci pour... merci aux deux panélistes, merci monsieur Benga. Et le thème que vous abordez aujourd'hui, vous savez, c'est un thème vraiment compliqué. Vous voyez, pour nous devons comprendre, nous Africains, surtout Africains francophones, c'est la même chose pour les autres États africains, que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Aucun blanc ne viendra nous aider, nous sortir de notre situation difficile. Aucun blanc ne viendra, surtout militaire, et qui ne produise rien en utilisant l'argent, la taxe payée par les compatriotes pour venir défendre nous pauvres Africains pour sortir de nos problèmes, pour sortir de nos situations. Non, ils sont là pour leur intérêt. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Le problème qui se pose, surtout en Afrique francophone, c'est depuis la soi-disant décolonisation. Ce qu'on ne nous a pas enseigné à l'école, et c'est à dessein, parce que ces accords sont dits des accords secrets. Et ces accords ne nous ont pas été enseignés. Et les pères fondateurs de nos nations, Sylvanus Olympio, le Nigérien, son nom m'échappe, le Camerounais, Oumou Yombe et autres, sur le continent africain, et bien après eux, Thomas Sankara, et ils avaient compris que ces accords-là, si on ne les... ça doit être abandonné, carrément bien renégocié, parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et il faut maintenant des échanges d'égal à égal. C'est que ces présidents fondateurs de nos nations avaient compris, et malheur à nous, non pas malheur à eux, malheur à nous, parce qu'ils travaillaient pour les générations futures, ils ont été assassinés. Et quand ils ont été assassinés, il n'y a pas eu de suivi de leur idéologie, il n'y a pas de suivi de leur lutte, il n'y a pas de suivi de leur vision. Et c'est pour ça qu'un interlocuteur l'a dit tout à l'heure, malheureusement ils ont mis les gens qu'eux ils le veulent, qu'ils peuvent manipuler à la tête de nos États, et c'est ça qui nous conduit jusqu'aujourd'hui à ce que nous vivons. Et c'est très malheureux. Donc pour sortir de cette situation, il va falloir un courage politique. Oui, il va falloir un courage politique. Il va falloir que d'abord les hommes d'État, ceux qui vont arriver à la tête de nos États, soient des hommes courageux et qui ne soient pas issus, ou bien qui ne soient pas protégés, ou bien qui ne se disent pas que je suis un poulain de la France, je suis un poulain de l'Angleterre. Peut-être pour les pays francophones c'est encore mieux, c'est surtout les pays francophones d'Afrique. Et dire, par exemple, mon slogan, comme on l'a entendu ici, America First, Make America Great Again, que quelqu'un vienne au Togo pour dire Make Togo Great. Et puis après, on va parler de Make Togo Great Again. Vous comprenez? Et quelqu'un qui doit être courageux pour dire ça va, nous allons renégocier tous ces contrats, tous ces termes, tous ces accords secrets coloniaux, parce que c'est ça, c'est sur la base de ça qu'ils sont encore sur nos territoires. La France a un droit exclusif. La France a un droit exclusif sur les ressources qui seront découvertes dans nos sous-sols en Afrique. C'est lui d'abord, on doit viser pour dire est-ce que vous voulez, est-ce que vous... De toutes les façons, c'est eux qui font les études aussi, pour dire qu'il y a gisement de pétrole ici, il y a gisement de gaz naturel ici, il y a gisement d'or ici. Et c'est eux qui ont droit exclusif avant que, si c'est eux qui vont dire oh nous n'en voulons pas, avant que le Togo par exemple n'aille dire États-Unis, est-ce que vous pouvez venir nous aider à exploiter notre clin clair? C'est comme ça que ça se passe. Merci, les monsieur. accords,
Oui. Merci, revenez-nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Je monopolise la parole, ok, merci. Donc, merci à vous. Il va falloir que nous laissez-moi terminer, s'il vous plaît, dans deux secondes. Il va falloir que nous ayons des courage, des hommes avec courage politique assez pour pouvoir négocier les contrats et que ces présidents, bien ces hommes d'État ne viennent pas par l'appui des puissances qui sont toujours coloniales. Merci. Merci à vous de nous avoir appelé, M. Chablé. Revenez-nous également. Ça fait plaisir de vous écouter. Et nous sommes écoutés de par le monde. À l'instant, je parlais avec M. Mpapou où je lui posais la question de savoir qu'est-ce qui amène la France au Niger exclusivement pour bénéficier des richesses de ce pays ou soit de l'Afrique du continent noir. Pourquoi est-ce que la France, depuis un certain moment, a promis quitter les terres africaines alors qu'elle reste encore sur les terres africaines? Et trois questions pour vous, hein. Quelle est la situation ou soit, comment est-ce que le Niger doit faire pour faire face et sortir de cette crise, M. Mpapou? Alors, merci beaucoup. Toutes vos trois questions résument à une seule. Comment les Africains se débrouillent pour parvenir à l'autonomie, à l'indépendance vis-à-vis de la France. Alors, sinon, comme vous l'avez dit, la France est en Afrique, pas pour ce qu'on nous présente officiellement, mais pour des agendas toujours cachés. Les exemples sont légion. Lorsque on veut investir votre pays, c'est-à-dire lorsque on veut attaquer votre pays, lorsqu'on veut vous obliger à accepter des bases militaires, que ce soit de la France, de l'Espagne ou de n'importe quel autre pays ou des Nations Unies, on viendra toujours passer par une situation humanitaire. On va vous dire, voilà, il y a la famine ici, on a besoin justement de soldats pour pouvoir souvent distribuer l'aide alimentaire que la FAO va apporter au pays. On va vous dire, voilà, il y a de l'insécurité chez vous, il y a des guerres ethniques, on va déployer l'armée de l'ONU ou de la France pour vous aider à sécuriser le pays. Voilà des arguments qu'on va avancer pour venir s'installer chez vous. Mais l'agenda, il est autre chose, complètement. Et c'est complètement des positionnements géostratégiques. Et ce qui vous montre que c'est des positionnements géostratégiques, elles ne sont jamais stables. Parce que la carte du monde change au jour le jour en fonction des forces en présence. Par rapport donc à la Russie, par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Voilà comment la carte du monde évolue. Et donc, la France ayant compris ces dernières années la montée en puissance de la Russie en Afrique, laquelle montée lui a fait perdre déjà la Centrafrique, est probablement en train de lui faire perdre le Mali, et peut-être aussi la Guinée. Donc, il était normal que la France, pour ses intérêts, redéfinisse justement sa stratégie en fonction de ses intérêts. Or, quand on parle des intérêts de la France, les plus gros intérêts, c'est d'abord au Sahel. Pour les questions d'or, pour les questions de diamants, pour les questions d'uranium et tout ce que vous voulez. Parce que vous êtes sans savoir que la France n'a aucun gramme d'or sous son sous-sol, mais elle est la deuxième ou la troisième puissance qui regorge de plus de stocks d'or dans le monde. Ça, c'est un indicateur que vous devez suivre. La France
ne produit pas d'uranium. Et pourtant, c'est elle qui, justement, possède donc des armements nucléaires. Lesquelles armes nucléaires leur donnent le pouvoir d'avoir un droit de veto au Conseil des Nations Unies. Alors, quand vous prenez la technologie, vous allez constater que ce soit les ordinateurs, les téléphones, tout le matériel informatique qu'on a aujourd'hui, c'est fait à base de cobalt et de tout ce que vous voulez. C'est extrait où? C'est en Afrique. La matière première vient d'Afrique. Ça ne vient pas de quelque part d'autre. Voilà les vraies raisons qui sous-tendent, qui expliquent en réalité la présence des bases françaises et coloniales en Afrique. Ce n'est pas autre chose. Nous faire raconter d'autres trucs là, c'est nous infantiliser, c'est nous considérer comme des gens qui ne réfléchissons pas. Il n'y a pas autre chose. Donc, vous allez constater que dans ce repositionnement, la France a choisi effectivement, alors qu'au départ, elle avait choisi N'Djamena, à partir de quel pays il se transportait partout dans la région pour faire ce qu'elle veut. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, elle a perdu du terrain. Donc, garder la position de commandement au Tchad ne lui servirait plus beaucoup de choses parce qu'elle a tenté de faire basculer le Cameroun. Elle n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, il fallait aller au moins dans le seul pays là qu'il a pu préserver aujourd'hui, c'est au Niger, où Areva, qui est l'une des plus grandes multinationales, qui apporte gros à la France. Voilà pourquoi. Et vous allez constater que lorsque la France est quelque part, elle essaye tout simplement de faire en sorte que ce président-là collabore pour que son pays soit une base arrière pour attaquer en réalité les autres pays qui ne sont pas d'accord avec elle. Et c'est en réalité la raison, la vraie raison de l'assassinat d'Idriss Déby. Parce que Macron a voulu que Idriss Déby serve de base arrière pour déstabiliser le Cameroun, pour déstabiliser la Guinée équatoriale et les autres pays de l'Afrique centrale, et Idriss Déby a dit niet. Monsieur Yempapo Yamba, ça c'est des faits. Nous sommes presque à la fin donc, de cette première partie, allons-y pour les solutions. Voilà, donc pour la solution, l'auditeur a été vraiment très pertinent. Il va nous falloir faire arriver à la tête de nos États des leaders patriotiques qui comprennent les enjeux. Mais ça seulement, ça ne suffit pas non plus. Parce que vous allez constater que ceux-là qui sont par exemple au pouvoir aujourd'hui au Mali ont fait tout pour faire comprendre que eux, ce n'est pas des dirigeants. Alors qu'ils ont quand même appuyé dans d'autres pays. Donc, il va falloir travailler à disposer d'une puissance militaire. Et pour disposer d'une puissance militaire, il faut déjà disposer d'une puissance industrielle. On n'en est même pas encore là. Donc, il va falloir, oui, des dirigeants, des leaders courageux, mais il va falloir reposer sur quelque chose d'essentiel. Et ces choses essentielles-là, c'est la monnaie qui vous permet justement de pouvoir faire en sorte que vous installiez les industries dans votre pays, capables donc d'aider à vous donner votre autonomie et justement sur le plan de la technologie et sur beaucoup d'autres plans, notamment dans la transformation de l'agroalimentaire. Donc tant que tous ces piliers-là ne seront pas réunis, ça va effectivement être difficile de pouvoir tenir face à ces gens-là. Aujourd'hui,
l'espoir de l'Afrique, c'est sa population. Une population debout partout, que la France refuse de reconnaître. On a vu tout le Mali sortir pour dire « Nous ne voulons pas d'élection tant que nous n'avons pas la sécurité », mais la France et la CEDEAO disent « Non, pour eux, l'essentiel, c'est les élections ». Quel contraste. On a vu justement des populations qui sont massacrées partout au Cameroun, qui sont enlevées par les amazoniens. Aucune presse occidentale ne vient parler de ça. Mais quand on sort pour parler, on dit l'armée de Paul Biya a fait ceci, la gendarmerie de Paul Biya a fait ceci. Pendant que les terroristes, les djihadistes gagnent du terrain. Voilà le véritable problème. Et si vous avez suivi le président nigérien Mohamed Bazoum, il vous explique que la situation au Tchad, il fallait travailler à faire en sorte à stabiliser le pays. Et c'est pour cela qu'il fallait accompagner le Tchad. Comme s'il n'y a pas la même préoccupation de stabilisation au Mali. Et là où ce président-là, paradoxalement, trouve que non, les sanctions s'expliquent. Mais il y a un problème de leadership. Et donc, c'est pour ça que je conviens, effectivement, avec notre auditeur, que la première des choses, c'est de nous doter de leaders capables de gérer, effectivement, les problèmes des Africains. Et c'est malheureusement pour cela que le peuple burkinabé aujourd'hui est debout contre leur président. Merci Monsieur Mbapou Yambouam, vous êtes sur AfroWeb TV, nous sommes à la fin de cette première partie, nous allons donner 2 minutes à Maître Alain également de conclure cette première partie et nous proposer la solution. Nous ne sommes pas là juste pour parler également donc des causes et des conséquences, mais nous proposons également des solutions. Monsieur Maître Alain, dites-nous, vous en tant que stratégiste, quelle est la solution que vous proposez à la population africaine, surtout du côté du Niger, pour sortir de cette crise? Oui, bien sûr. Merci de me relancer. Au fait, nous avons des approches de solutions. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édification de cette Afrique nouvelle panafricaniste que nous souhaitons de tous nos voeux. Et je pense que la population peut jouer son rôle, et c'est ce qu'elle est en train de réclamer. C'est dû, et ainsi, c'est avec la population, avec les revenants, que nous pouvons arriver à mettre le grappin sur les valets locaux. C'est-à-dire que ces gens-là que la France a mis à la tête de nos États pour pouvoir les chanter afin de pouvoir siphonner les ressources du continent. Alors, pour donner du fil à retordre à ces dirigeants et susciter, par exemple, une intervention salutaire de l'armée parfois, comme dans le cas du Mali avec le Assimi Goïta. Donc, l'armée a répondu aux injonctions populaires, aux aspirations populaires d'un changement de leadership à la tête de l'État. Donc, voilà le rôle de la population, des populations africaines. C'est de chasser les dirigeants incompétents ou bien les dirigeants qui sont là pour remplir leur poche et satisfaire les oligarques français. Ça, c'est le rôle que les populations africaines peuvent jouer. Maintenant, les nouveaux arrivants au pouvoir, les nouveaux chefs d'État comme Assimi Goïta et ceux qui ont à cœur l'intérêt de l'Afrique en tant que leader, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils doivent jouer sur 2 fronts. Le premier, c'est la négociation des contrats. Dans la négociation des contrats, nous savons que
l'armée française n'est pas là dans les mines pour faire quoi que ce soit. Ce sont les multinationales qui opèrent en Afrique, dans tous les secteurs, pour pouvoir siphonner nos ressources. Alors, l'armée française est là pour les protéger. Donc, le vrai problème, ce n'est même pas l'armée française, parce que l'armée française est là pour protéger les vrais fossoyeurs de l'Afrique, que sont les multinationales françaises. Alors, qu'est-ce que nos dirigeants peuvent faire? Il y a national ce que nous appelons la notion de responsabilité sociétale. Vous allez exiger un certain nombre d'acquis pour le pays, pour le bien-être de la population. Vous ne pouvez pas venir et exploiter le phosphate chez moi, au Togo, et que les habitants de la localité n'ont pas d'emploi, n'ont pas d'école, n'ont pas de dispensaire, n'ont pas de structure de base dont une population a besoin, pas pour vivre, pour survivre. Ils ne font rien de tout ça, les multinationales qui sont installées chez nous. Alors, nos dirigeants peuvent négocier dans l'intérêt de nos populations avec les multinationales. Et ça, c'est le premier point. On ne dit pas les multinationales françaises, les multinationales en général. Et il y a une raison pour laquelle je dis ça. Le deuxième point, c'est que ce que les dirigeants peuvent faire, c'est qu'ils doivent donner assez d'autonomie et assez de voix à leur Parlement. On ne peut pas signer des contrats importants dans l'intérêt de la nation sans qu'il y ait des débats parlementaires autour de ces sujets-là. C'est de cette façon-là qu'on peut vraiment impacter le rôle de ces multinationales qui parfois sont plus riches financièrement que même certains États africains. C'est pourquoi les multinationales sont capables d'influencer les élections, même de faire des coups d'État quand la tête du président ne leur plaît pas. Ces multinationales savent que, quel que soit celui que nous mettons au pouvoir, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons parce que la population et le Parlement et la justice, les pouvoirs et donc de l'État, vont tout faire pour remettre en cause ces contrats que nous signons avec ces accords secrets dont nous parlons. Alors, ce sera un acquis. Donc, le dernier point que je veux soulever, c'est ce que peut faire la diaspora. La diaspora 30 secondes, Maître Alain. 30 secondes. La diaspora africaine a un rôle important à jouer. La diaspora africaine peut se servir du droit international public, du droit international économique. Il y a beaucoup de normes en droit international qu'on peut utiliser pour faire une guerre économique à la France. Parce que il faut s'appuyer sur les enseignements de Toussaint Louverture, qui a compris que pour vaincre une puissance coloniale, mais il faut la mettre aux prises avec d'autres puissances. Et c'est ce que le Mali a compris aujourd'hui, se tourne vers la Russie. Donc, la diaspora doit aider ce gouvernement qui émerge à faire ce travail-là, surtout à travailler avec nous les juristes, parce que nous savons comment coincer ces multinationales sur le plan juridique. Merci Maître Alain d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes à la fin malheureusement donc de cette première partie de votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afroweb TV. Merci d'être avec nous et de rester toujours avec nous. Nous sommes avec notre analyste maison, Monsieur Mpapou Yambouam, président de IADA, et Maître Alain que nous recevons par Duplessis depuis New York. Merci de recevoir encore chez vous cette émission Avis de la diaspora. Ne quittez pas, nous allons faire juste la pause pour permettre également donc aux analystes de se ressourcer, et puis on revient juste derrière.